Guys, on dit que le temps, c'est la vie, puisque le temps, c'est une mesure de la vie. Et si le temps est une mesure de la vie, je ne vais pas vous prendre plus de 30 minutes parce que je ne veux pas vous assassiner. Au contraire, je vais vous apporter une valeur. Et cette valeur va être simple, c'est comment se vendre à l'oral. 10 principes pour pouvoir bien se vendre à l'oral, tout simplement. 3 situations que vous allez souvent rencontrer. La première, en tant qu'entrepreneur, serait de parler de soi. Qui êtes-vous? Qu'avez-vous à dire par rapport à ça? Deuxième situation serait peut-être lorsque on va vous demander « mais qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» Qu'allez-vous dire à ce moment-là? Qu'allez-vous formuler clairement? Et ce moment primordial où vous allez devoir vendre votre produit ou vos services. Qu'allez-vous dire? Je me présente à vous, je m'appelle Shadrack Ilanga. Cela fait 10 ans que j'exerce la prise de parole en public et je transmets aux gens les secrets des mots vis-à-vis des situations. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais prendre du plaisir à vous donner une partie des théories que je peux apprendre à mes apprenants à travers la méthode Rhétoricator. Et si vous êtes intéressé, il y aura le lien à la fin, etc. Bon, c'est compris. Avançons. Premier principe, votre éloquence ne suffira jamais. On commence déjà comme ça. Je sais, ça fout un peu le seum, mais c'est réel. Les personnes qui vont être éloquentes parmi les interlocutrices et les interlocuteurs que j'ai actuellement vont peut-être pas me comprendre. Et les autres qui cherchent à devenir éloquents vont aussi pas me comprendre. Mais on va s'expliquer très rapidement. Vendre à l'oral, il faut vraiment se situer sur 2 choses. Il y a une action de vente et il y a un moyen qui est l'oralité. Bien sûr, l'éloquence dans tout cela, lorsque on s'y attarde, on va l'observer comme la capacité pour un individu à bien communiquer. En tant qu'entrepreneur, au quotidien, j'ai eu beaucoup d'amis qui étaient effectivement éloquents. Alors, j'ai eu le cas, par exemple, d'un des collaborateurs qui s'appelle Henri. Henri, c'est une personne très éloquente et qui dispense des formations à la prise de parole en public. Mais il arrive souvent, à Henri, d'avoir le défaut de beaucoup trop parler vis-à-vis de son interlocuteur. Et son interlocuteur va l'écouter et va se dire « ouais, effectivement, il parle bien, mais il parle à côté de la plaque. » Et c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe qui. Actuellement, Henri est derrière, donc forcément, ça fait réagir. Mais en soi, ce n'est pas contre Henri. Parce qu'il y a beaucoup de versions de Henri dans le public que j'ai aujourd'hui. L'éloquence ne suffit pas. Le plus important, c'est le fait de comprendre les situations. D'accord? Lorsqu'un individu va se dire « je suis la personne qui a les meilleurs vocabulaires. Je suis la personne qui a les meilleures phrases. C'est moi qui vais dire ça, qui vais dire ci. » Ok. Mais est-ce que dans les situations dans lesquelles tu vas les dire, ça va fonctionner? Ce principe-là change tout. Pour la simple et bonne raison qu'il y a eu 2 théoriciens qui ont travaillé là-dessus. Il y en a un qui s'appelait Richard Vatz. Richard Vatz a défendu une thèse qui rentrait en complémentarité avec la thèse de Floyd Bitzer. Ces 2 théoriciens se sont intéressés à l'aspect du discours. Est-ce qu'aujourd'hui, ce sont les mots qui définissent les situations ou ce sont les situations qui vont définir les mots? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, est-ce qu'aujourd'hui, un individu peut prétendument, à l'avance, dire que si je dis ça, ça va fonctionner sur la situation? Et ils ont observé qu'il y avait une finesse à avoir, particulièrement une conversation éternelle entre les situations et les mots. Demain, je me retrouve à préparer un discours pour un concours d'éloquence, supposons. La préparation de ce discours va s'axer principalement sur l'écriture, sur le moment où je vais rédiger effectivement ce que j'ai à dire, rédiger mentalement ou littéralement. Et le jour J, il y aura un jeu de conversation réelle avec le public. Et cela démontre dès lors que lorsque nous sommes dans une préparation en amont de notre discours, l'écriture ne suffit pas non plus. Et comme l'écriture ne suffit pas, votre éloquence ne suffit pas non plus. En tant qu'entrepreneur, ce n'est pas parce que vous allez apprendre à formuler 1000 mots en plus que les autres que cela fera la différence sur le fait de savoir se vendre. Cela fera la différence sur votre capacité à mobiliser des mots différents, c'est sûr. Mais savoir se vendre, c'est principalement sur la situation. Avant même de vous lancer dans des mots alambiqués, dans des mots complexes ou je ne sais quoi, posez-vous la question. Est-ce que la situation aujourd'hui comporte des éléments et des paramètres me permettant d'être pertinente ou pertinent? Lorsque vous allez observer votre situation, vous allez voir que souvent il y a plusieurs paramètres et vous verrez que vos mots ne suffiront pas, d'autant plus que, en deuxième principe, c'est ce que je vais appeler les 3 piliers de la persuasion selon Aristote.
Aristote s'est attardé sur 3 piliers pour déterminer ce qu'est le discours idéal. Selon lui, le discours idéal doit être composé à la fois du logos, de l'éthos et du pathos. Lorsqu'on parle de discours, oublions les discours politiques. Toutes les fois où vous allez vous exprimer et qu'il y aura en présence de votre personne des interlocuteurs ou des interlocutrices, c'est un discours. Même dans le cadre d'un échange, c'est un discours. Le jour où vous allez parler durant 30 secondes de ce que vous avez comme capacité de ci ou de ça, c'est un discours. À ce moment-là, le logos va représenter le contenu de votre discours. Le contenu de votre discours va souvent être mobilisé par votre intellect. On suppose ici que c'est un cerveau, d'accord? Je ne suis pas le fils à Picasso, d'accord? Donc là, c'est un cerveau. C'est ce qui va vous permettre de mobiliser votre intellect. Cela veut dire que c'est la partie rationnelle de ce que vous allez préparer. Le contenu de votre discours va quelque part se greffer directement à ce que les gens vont appeler l'éloquence aujourd'hui. Ah, il formule des bons mots. Ok, super. Mais observez ici. L'éthos. L'éthos, c'est ce que je vais appeler l'image de l'orateur. C'est une mesure de la crédibilité d'une personne. En tant qu'entrepreneur, vous allez constamment être jugé avant même de parler. Je le sais, au moment où la vidéo a démarré, la première réaction que vous avez pu avoir, même si vous avez de belles intentions et vous n'êtes pas des personnes condescendantes, j'en doute pas, d'accord? C'était de me juger. C'est qui lui? Et vous m'avez jugé sur plusieurs aspects. On va séparer ça en 2 mondes. Le premier monde, c'est ce que j'ai appelé le monde visible. Ce monde visible va être composé de la tenue comportementale. C'est-à-dire, comment celui-là se tient. C'est quoi son comportement? L'autre aspect, ça sera la tenue vestimentaire. Comment il est habillé? C'est quoi son flow? Et qu'est-ce que ça m'inspire? Lorsque vous m'avez vu, certainement, vous êtes dit, OK, ah, il a l'air cool dans sa manière de parler. Ah, il a l'air plutôt sérieux. Ah, il est habillé sobrement. Ça veut dire que c'est une personne peut-être publique. Alors, de vous à moi, peu importe ce que vous allez vous dire, ce sera le pareil pour vous lorsque vous allez vous mettre à parler. Donc, vous voyez bien qu'à ce moment-là, on parle plus d'éloquence. On va peut-être parler d'élégance. On va peut-être parler d'éthique. Parce que ethos fait aussi allusion à l'éthique. Fait aussi allusion à l'éthique. L'éthique d'une personne. Parce que il y a une dimension visible, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ça, c'est ce que l'on va voir de vous. Et pour aller plus loin à travers cela, votre beauté aussi va formuler votre ethos, malheureusement ou heureusement pour vous, d'accord? Le blue privilege, c'est un sujet qui fait débat, mais en soi, une personne qui va inspirer quelque chose d'agréable, rien qu'au fait de la regarder, de le regarder, va forcément plus séduire avant même de parler. Et cela va relever de l'éthos. Mais attention, je ne suis pas en train de dire aux personnes qui se trouvent moches que c'est mort. Non, 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 non. Parce qu'il y a aussi l'aspect invisible de votre personne. Parce que la crédibilité ne se mesure pas que par la tenue vestimentaire et la tenue comportementale ou la beauté. La crédibilité se mesure également par ce que je vais appeler la réputation d'une personne. C'est la partie invisible. La partie invisible, ça peut être une réputation générale, oui. On le connaît très bien pour être une très belle personne, une personne vertueuse, une personne qui est toujours à l'heure, etc. Lorsque vous allez devoir parler de vous dans le cadre d'un entretien, parfois on va vérifier en amont qui vous êtes et vous allez avoir des gens qui vont dire des choses sur vous. À ce moment-là, vous êtes quelque part jugé par rapport à votre ethos. La réputation peut aussi se greffer à ce que je vais appeler l'autorité d'une personne. Ok? Alors peut-être qu'au moment où vous avez vu la vidéo démarrer, vous avez dit « Ouais, c'est qui ce mec-là qui appuie sur la télé et qui dit hey, les gars, le temps c'est de l'argent, etc. Je ne veux pas vous assassiner. » Et ensuite, quand je vous ai dit « Ça fait 10 ans que j'exerce la prise de parole en public et que j'enseigne. » Et si peut-être derrière, vous êtes allé voir ce que je fais au quotidien sur mon compte Instagram, by the way, abonnez-vous, c'est super. Compte Instagram ici, TikTok ici, et même le compte YouTube, parce que je suis nouveau ici, d'accord? Peut-être qu'à ce moment-là, vous êtes dit « Ah, on va le regarder différemment. » Foncièrement, j'ai toujours trouvé ça triste. Mais mes croyances, vis-à-vis de ce que je vous explique, n'ont aucune importance. D'accord? Ça, c'est ma propre vie. Et vos croyances également, à ce moment-là, n'ont aucune importance. J'aimerais être cru là-dessus. Parce que les gens jugent quand même. Vous avez jugé, et vous avez peut-être jugé ma légitimité par rapport à mon diplôme, par rapport à mon nombre de followers, par rapport à ce que je fais, par rapport à mon parcours, etc., etc., etc. Lorsque vous faites du storytelling, par exemple, c'est une manière pour vous d'appuyer sur votre ethos. C'est une partie qui est invisible à l'œil nu, nous sommes d'accord, mais qui est toujours perceptible lorsque vous l'employez. Cela nous mène à un deuxième principe. Le deuxième principe est de dire que
L'oratrice et l'orateur sont vus avant d'être entendus et avant d'être écoutés. L'oratrice et l'orateur sont vus avant d'être entendus et avant d'être écoutés. Votre tenue comportementale, peu importe les circonstances dans lesquelles vous allez vous présenter, c'est ce qu'on va observer. Votre tenue vestimentaire, c'est ce que l'on va observer également. Votre réputation, votre autorité, votre légitimité, c'est ce que l'on va observer. Et pour prendre de l'avance de notre côté, ce que je vais vous suggérer, c'est que vous puissiez vous-même valoriser cela. Alors bien sûr, par le fait d'adopter une belle tenue comportementale, on dirait qu'on est à l'ancienne, c'est pas ce que je veux vous dire, c'est d'adopter la tenue comportementale qui vaudrait. Quelques conseils vis-à-vis de cela. Multiplier ce que je vais appeler les silences. Multiplier les silences. La première réaction que vous pourriez avoir, vous allez dire, attends, mais Charac nous a parlé quand même d'éloquence et de prise de parole. Premier conseil, l'éloquence ne suffit pas. Deuxième conseil, vous êtes vu avant d'être entendu. Et ensuite, troisième conseil, multiplier les silences. Finalement, doit-on parler? C'est une réelle question qu'on peut se poser. Oui, il faut parler, lorsqu'il le faut. Seulement lorsqu'il le faut. Ça ne sert à rien de parler pour parler. Et c'est ça le problème de beaucoup de personnes. En termes d'autorité, en termes de charisme, le premier conseil que je pourrais donner vis-à-vis de ça, c'est de dire, lorsque vous parlez rarement, les gens vous écoutent sciemment. Lorsque vous parlez rarement, les gens vous écoutent sciemment. Les silences vont vous permettre à vous d'avoir une tenue un peu plus tempérée. Ça va affecter votre tenue comportementale. Ça va affecter également ce que les gens vont se dire de vous. Et derrière cela, vous allez pouvoir paraître plus convaincant et plus légitime. Dans les fonctions des silences, il y a plusieurs aspects. Il y a le fait de pouvoir faire des transitions vis-à-vis de ce que l'on est en train de dire. Il y a le fait de s'autoriser un moment de réflexion. D'accord? Je suis en train de réfléchir. Donc, substituer toutes les hésitations prononcées par des silences bien prononcés. Et il y a aussi le fait, et c'est là où ça va nous intéresser, de créer des émotions un peu plus accentuées. Exemple. Bonjour, je m'appelle Shadrack Ilanga, je suis éloquent, c'est super. C'est pas intéressant. Bonjour, je m'appelle Shadrack Ilanga. Je suis une personne qui voudrait être éloquente. Vous voyez bien qu'à travers ces différents silences que j'ai mis, il y a eu effectivement plus de tension. Alors cette tension-là n'est pas négative, c'est ça qui accroît la concentration de l'autre. Typiquement, ces silences-là dont on parle vont permettre à votre interlocuteur de suivre tout ce que vous allez dire. Et bien sûr, ça va nous permettre de développer un peu plus sur le pathos. Le pathos, je vais mettre un cœur, parce que c'est un peu la symbolique aujourd'hui des émotions. Aristote explique que si le logos, c'est l'intellect, l'éthos, c'est l'image, le pathos, c'est l'affect. Le pathos, c'est la manière dont ce que vous allez dire va résonner et vibrer dans la conscience de l'autre et vibrer dans les émotions de l'autre. Faire ressentir des émotions aux gens, ce n'est pas simplement une capacité à faire rire. C'est une capacité à rentrer en profondeur dans les propos. Et les silences vont vous aider, vous, à poser chaque étape. Et dans chaque étape que vous allez poser, faire ressentir l'émotion qu'il faut. Imaginez-vous qu'une personne qui arrive particulièrement à comprendre ce que les gens veulent et en plus qui maîtrise les silences, c'est une personne qui va forcément avoir une compréhension totale de la situation. Quatrième principe au-delà de ça, c'est de dire vraiment effectivement que si finalement ce sont les situations qui vont déterminer la pertinence des choses, il faut arrêter de tout capitaliser sur votre produit. Produit n'existe pas. Vous n'êtes pas un produit d'ailleurs. Ce que vous vendez n'est pas un produit. Non. Ce que vous proposez n'est pas un produit. OK? Votre produit, supposément, va être jugé réellement par rapport à ce qu'il produit. Cela veut dire que lorsque vous vous mettez à parler, ce moment où on va vous demander « Que faites-vous dans la vie ?» Ne vous dites pas « Je suis professeur en éloquence.
Ne vous dites pas, je tiens une formation sur l'éloquence. Non, non, non. On s'en fout de votre produit. Bon, on va faire abstraction de ça. On s'en fout de votre produit, comme on s'en fout du sac qui est tombé ici. On s'en fout de votre produit. Ce qu'on veut savoir, c'est ce que vous apportez aux gens. Le plus important lorsque vous mettez à parler et que vous voulez vendre à l'oral, c'est ce que vous apportez aux gens. OK? Ce que vous apportez aux gens. Cela veut dire que les gens ont besoin de se situer dans ce que vous dites. Et c'est un peu égoïste de leur part. C'est que, entre le fait de dire « Bonjour, je m'appelle Shadrack Ilanga et je suis une personne qui propose des formations sur la prise de parole en public », ou le fait de dire « Bonjour, je m'appelle Shadrack Ilanga et je suis une personne qui permet aux gens les plus timides ou aux personnes les plus ambitieuses d'améliorer leur élocution pour avoir plus d'impact dans leur quotidien ». On est d'accord que cette première version ne parle que de soi et la seconde version parle de l'autre. Et c'est un peu le secret que les gens n'arrivent pas à accepter. Lorsque nous sommes dans une logique de vendre à l'oral, on s'oublie. Je dois parler de l'autre. Ce quatrième principe n'est pas des moindres. Cinquième principe qui va nous aider à avancer. On parlait ici du pathos. Vous allez voir que dans le pathos, il y a plusieurs moyens d'atteindre les émotions des gens. Et parmi ces moyens, il y a ce que moi je veux appeler le storytelling. Alors, bien sûr, c'est un mot que vous avez beaucoup entendu. Oui, storytelling, on entend parler de ça partout. Je ne vais pas m'attarder sur le fait de faire des storytelling. Je vais vous amener sur les détails et les secrets autour du storytelling. En grec ancien, histoire veut dire historia, et qui signifierait l'enquête. L'enquête. Lorsque vous êtes capable de proposer des informations aux gens, tout en cachant d'autres informations, et vous distribuez parcimonieusement des informations, vous augmentez l'intrigue. Vous êtes de plus en plus intéressant. Imaginons qu'une personne dise par exemple, écoutez, moi il m'arrive souvent de faire en sorte que les personnes qui prennent la parole deviennent des personnes plus confiantes, et il y a tellement d'histoires autour de ça. Et ce que je retiens de tout ça, malheureusement, c'est que beaucoup de personnes se bloquent vis-à-vis de la prise de parole en public, pas parce qu'ils ne sont pas bons, mais juste parce qu'ils ont un regard sur eux qui est assez délicat. Vous remarquerez que dans la manière dont j'ai amené la discussion, il y a eu des choses que j'ai évoquées, mais que je n'ai pas détaillées, que je n'ai pas explicitées. D'emblée, il pourrait avoir une intrigue qui va se créer vis-à-vis de l'autre, et l'autre dirait « Oui, ben d'accord, ben on voit bien ça, et du coup, vous nous avez dit qu'il y avait beaucoup de personnes que vous avez pu former. Qui sont ces personnes? Ah ben attendez, je vais vous en parler. » Durant une discussion, on peut être constamment dans cette logique de storytelling. Et le storytelling, lorsque on comprend que c'est une enquête, c'est le fait de distribuer des informations parcimonieusement pour maintenir l'attention de l'autre. Maintenir l'attention de l'autre. Donc le cinquième principe dont je parle, c'est pas simplement de faire du storytelling. C'est le fait d'user de propos de manière parcimonieuse. C'est le fait de ne pas donner trop d'informations d'un coup. C'est le fait de donner l'essentiel pour donner envie à l'autre d'approfondir. Avec ce cinquième principe autour de l'histoire, il faut absolument comprendre que lorsque vous apportez des éléments généraux, les individus vont avoir envie d'approfondir si vous ouvrez quand même des portes en disant que « Ah oui, la dernière fois, il m'est arrivé un truc, c'était particulier. » Et c'est pas le plus important. Moi, j'aimerais m'attarder sur tel ou tel point. Vous voyez bien que là, j'ai ouvert la curiosité des gens en disant qu'il m'est arrivé un truc, mais c'était pas si important. Bien sûr, parce qu'il y a un principe malheureux, c'est que l'être humain est souvent attiré par ce qui est interdit ou par ce qui est discret. Et c'est là où on voit particulièrement que l'art de raconter des histoires, à l'instar d'une série, où vous allez ramener des éléments au fur et à mesure. Pour qu'on puisse s'attarder sur le sixième principe, on va toujours rester sur le storytelling. Pour faire ressentir des émotions, pour ramener les gens totalement en immersion dans ce que l'on raconte, en programmation neurolinguistique, ce que l'on dit, c'est que ce qui nous connecte à l'extérieur, ce sont nos 5 sens. Ce qui nous connecte à l'extérieur, ce sont nos 5 sens. Cela va me mener sur une méthode que je vais appeler la méthode VACOG. Vous remarquerez que beaucoup de discours politiques commencent par imaginer. Vous remarquerez que lorsque vous allez regarder un film, on va s'attarder sur des plans où on va observer des objets insignifiants au premier abord. Vous remarquerez par ailleurs que les individus qui savent raconter des histoires passent leur temps à raconter des petits détails.
Exemple, professeur de philo qui va entamer son cours avec ses étudiants et il veut capter l'attention de son auditoire. Et commence en disant, très cher étudiant, sur le chemin qui me menait jusqu'ici, je marchais tranquillement, mais pas se poser sur le sol en toute légèreté. Je me sentais bien, il faisait frais, le ciel était matinal, il y avait le soleil qui égayait mon visage, mais une fraîcheur qui adoucissait également les grimaces de celui-ci. J'étais particulièrement tranquille jusqu'à ce qu'un individu m'interpelle au niveau de ma jambe. Il me tapote par ici. Il m'a pas fait mal. Il m'a juste tapoté parce qu'il était assis. J'ai vu son visage, un visage cicatrisé, un visage sombre, un visage plus ou moins sale, mais un sourire extraordinaire, éclatant. Et cet individu m'a demandé de l'argent. Très rapidement, je me suis dit non, je n'ai pas de pièces, excusez-moi, et puis je reprends mon chemin. Et bizarrement, à ce moment-là, mes pas sont lourds. Chaque pas que je pose est lourd. Cette lourdeur est expliquée par le simple fait qu'à chaque pas que je pose, j'entends également le bruit des pièces dans ma poche et qui fait écho en moi. Une forme de culpabilité que je ressens. À ce moment-là, je m'arrête et je me demande pourquoi. Pourquoi le mensonge? Pourquoi ment-on? Le mensonge, c'est le cours d'aujourd'hui. Alors, vous avez peut-être oublié, hein, nous étions dans une illustration, dans un exemple. D'accord? Revenons au cours actuel. C'est fini la philo. Qu'est-ce qui a fait que cette histoire a été captivante? Parce que cette histoire a mobilisé des outils en particulier. Si je vous pose la question du visage de l'interlocuteur qui a interpellé effectivement le professeur, vous allez vous souvenir de quelques détails. Si je vous parle de l'évolution des pas du professeur, vous allez vous souvenir. Et cela pour une seule raison. Parce que j'aurai employé des mots visuels, des mots auditifs, des mots kinesthésiques, des mots olfactifs, des mots gustatifs. Des mots qui parlent aux 5 sens. Et les mots qui parlent aux 5 sens vont mener votre interlocuteur à rentrer en immersion. Lorsque je m'attarde sur le bruit des pièces dans ma poche, ce n'est pas juste pour dire qu'il y avait des bruits de pièces dans ma poche. C'est pour que vous puissiez imaginer et ressentir ce bruit. Et ressentir également la lourdeur des pas. Et voir les cicatrices du visage. Voir également le sourire d'éclat de l'interlocuteur que le professeur a eu. Quand vous racontez vos histoires, ramenez les gens en immersion, en employant des mots visuels, en évoquant ce que vous avez vu réellement, en détaillant les éléments visuels, en détaillant également ce qui va correspondre à lui, le bruit qu'il y avait, etc. Kinesthésique, j'ai froid au dos, ça me colle à la peau, etc. Olfactif, etc. Vous m'avez compris. Il y a une différence entre le fait de dire « j'aide les gens à prendre la parole en public » et le fait de dire « j'aide chacun à pouvoir surmonter son stress face à la foule ». Parce que là, la foule, on la voit. Face à la foule, on voit le stress. Et typiquement, c'est ça qui va apporter une immersion profonde dans ce que vous allez raconter. Il me reste exactement 4 minutes et je vais accélérer sur les 5 autres principes. Et les 5 autres principes sont très simples. C'est que vous allez devoir savoir parler de vous par rapport à ce que vous apportez. Nous sommes d'accord jusque-là. Et au-delà du fait de parler de vous, il y a un élément fédérateur de votre personne que beaucoup de gens minimisent. C'est ce qu'on va appeler votre why, votre raison d'être. Lorsque vous parlez de vous et que vous vous attardez sur votre why, c'est-à-dire votre vision des choses, vos valeurs, ce qui est plus important pour vous, à ce moment-là, les gens peuvent s'attacher à une vision au-delà de votre personne. Le principe même du personal branding, et pour la petite histoire, hein, l'éthos que Aristote expliquait, peut faire allusion également au personal branding actuel, c'est que les gens vont vous suivre pour ce que vous avez comme vision. Les gens vont vous suivre pour ce que vous regardez. Et typiquement, ce why va être identifiable si vous vous posez la question suivante. Si ma vie était une nation, quelle en serait sa devise? Quel est le plus important pour moi aujourd'hui? Quelles sont ces valeurs qui vont constituer ma nation? Parlez de vous en vous attardant sur votre why. Et les gens vont être attirés suffisamment sur votre vision et de ce fait vont comprendre ce que vous proposez. Le 7e principe, je vais le mettre ici. Boum. Si l'orateur est vu avant d'être entendu et avant d'être écouté, attardez-vous sur la forme de votre discours, dans le sens où votre gestuelle va témoigner de votre ouverture ou votre fermeture. Votre fermeture, votre fermeté. Et typiquement, une personne qui va parler tout du long comme ça peut
inspirer une forme d'autorité ou une forme de fermeture selon les circonstances. Si vous voulez chercher les gens et une gestuelle détendue, accompagnez vos propos avec une gestuelle, bien sûr pas forcément trop méditerranéenne, hein, on se comprend, mais en soi, une gestuelle qui va permettre effectivement de montrer que vous voulez parler. Vous êtes engagé dans votre discussion. Il y a un élément que l'on appelle la congruence. La congruence, c'est le fait d'aligner ce que l'on dit par rapport à ce que l'on fait pendant que l'on parle. Et typiquement, vos mains vont témoigner énormément de ce que vous voulez communiquer au-delà de ce que vous dites. Votre serrage de main également, votre manière de vous tourner vers l'autre, donc on va parler aussi de votre posture, et votre manière de regarder l'autre. Alors typiquement, le regard ne doit pas être trop insistant, mais le regard ne doit pas être aussi trop fuyant. Le regard doit être intéressé. Montrer à l'autre que la personne qu'elle est la seule personne envers laquelle vous vous adressez. Et c'est surtout ça, en fait, qui va donner envie, corrélativement à l'autre, de vous écouter. 8e principe, qui ne changera pas jusqu'aujourd'hui, c'est que lorsque vous voulez savoir vous vendre à l'oral, il faut toujours que vous rameniez votre pitch de la sorte. Problème, ensuite solution. Problème, ensuite solution. C'est-à-dire que, au lieu de dire que je fais de la prise de parole en public, dites plutôt, il y a beaucoup de personnes qui souffrent de la glossophobie. Et par rapport à la glossophobie, ces mêmes personnes vont avoir peur de prendre la parole en public. Moi, ce que j'apporte, c'est un moyen pour qu'ils puissent prendre confiance en eux. Problème, ensuite solution. C'est ce qu'on va appeler la perception contrastée, selon Robert Cialdini. Cette perception contrastée permettra à l'autre, effectivement, de comprendre l'enjeu et le pourquoi de ce que vous faites, au-delà de comprendre l'apport de ce que vous faites. D'accord ? Ensuite, sur le 9e principe, ce 9e principe n'est pas des moindres. Alors ici, problème égale solution. OK ? Sur le 9e principe, si on s'attarde vraiment sur le contenu de ce que vous allez à dire, de ce que vous avez à dire, vous allez trouver toutes les réponses dans les questions que vous allez formuler à l'autre. Lorsque vous voulez bien vendre, il est primordial pour vous de poser les bonnes questions. Et ces questions-là ne doivent pas juste être posées de manière robotique. C'est pourquoi développer une écoute active, les amis. Développer une écoute active. Carl Rogers, psychologue clinicien, a développé cette théorie en disant que l'écoute active est fondée à la fois sur l'investigation, c'est-à-dire votre capacité à poser des questions pour montrer que vous êtes intéressé par l'autre, à montrer de l'empathie, l'empathie qui n'est pas sympathie, on se comprend. Sympathie, c'est le fait de partager la douleur de l'autre, tout en le comprenant également. L'empathie, c'est de comprendre la douleur de l'autre, même si on ne la partage pas. L'empathie, c'est une capacité à montrer effectivement qu'on est avec l'autre, même si on n'est pas d'accord avec l'autre. Et de manière générale, cela va aussi se voir à travers des reformulations. Lorsque vous discutez avec l'autre, reformulez énormément. Essayez de rebondir. Ne confondez pas la conversation comme un match de tennis. Ça va? Oui. Moi? Oui. Et toi? Super. Non, non, non. Lorsque vous êtes vraiment dans une aisance dans la prise de parole en public, vous allez essayer avec l'autre de faire ce que je vais appeler une brésilienne. C'est de vous donner la balle et chacun va amortir les dires de l'autre. Typiquement, une personne va dire quelque chose et puis je vais dire « Ah d'accord, je comprends, etc. » Alors, en soi, c'est ça qui s'est passé. Pas juste rester robotique, une personne vous exprime une réponse, vous donnez directement une question. Reformulez. Vous pouvez reformuler pour clarifier, vous pouvez reformuler pour synthétiser, vous pouvez reformuler tout simplement aussi pour rebondir. Mais soyez constamment dans une reformulation verbale de ce que l'autre dit. En l'espèce, ça donne quoi? Personnage A me dit « Oui, en ce moment, c'est un peu compliqué pour moi, et puis je travaille énormément sur de grands projets, et typiquement, ça me prend du temps. » Ah, ça te prend du temps. Ah, ok, c'est particulier que ça te prenne du temps. Ça, c'est de la reformulation. C'est de la reformulation. La reformulation dont on parle n'est pas forcément académique, mais qu'on sente que par votre reformulation, vous avez écouté activement l'autre. Car, jusqu'à preuve du contraire, l'écoute est une activité. L'écoute est une activité. Le 10e principe, et c'est pour ça que je voulais mettre ça à la fin, incarnez ce que vous dites. Incarnez ce que vous dites. J'ai rencontré un jour un entrepreneur qui tenait une boutique, bon, je ne vais pas donner trop de détails parce qu'il va peut-être être vexé,
et qui a voulu me faire tester ce qu'il proposait comme produit. Alors j'ai testé et puis je posais des questions et il en parlait avec une lassitude, sans énergie, sans passion, sans souffle. Et quand il n'y a pas de souffle, c'est la mort. Ah oui, je vous le dis, il y a des personnes qui parlent sans incarner ce qu'ils disent. Alors incarner ce que vous dites, ça va au-delà de la congruence. Incarner ce que vous dites, c'est ce que vous recherchez comme énergie chez l'autre, incarnez-le. Si c'est quelque chose de peaceful et de calme, faites-le. Moi, de mon côté, vous voyez bien que je suis plutôt agité, j'aime bien l'humour, j'aime bien échanger, et j'espère que vous allez ressentir cette énergie depuis là où vous êtes. Pas simplement pour faire le show, parce que j'espère quand même apporter de la valeur, mais parce que je suis comme ça et j'aimerais incarner une passion des mots, une humanité au-delà d'une intelligence. Et typiquement, l'incarnation va faire toute la différence sur la manière dont vous allez être perçu. Pour la simple et bonne raison que lorsque l'oratrice ou l'orateur est convaincu, il va être convaincant. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je sais que ça a été très rapide. C'est un format qui est assez synthétique de 10 principes qui vous aideront à pouvoir vous vendre à l'oral. Si vous avez aimé, partagez, likez, abonnez-vous, etc. Je suis aussi très actif sur Instagram. Vous avez mon compte ici. Sur TikTok, vous avez mon compte ici. Également sur Facebook pour les anciens, vous avez mon compte ici. Sur LinkedIn pour les plus pros, vous avez mon compte ici. Si tu es intéressé et si vous êtes intéressé pour aller encore plus loin, j'ai aussi mon bouquin qui s'appelle l'Audio Card de la persuasion, qui est un bouquin assez simple, comme un guide pour pouvoir savoir se vendre à l'oral. Et je propose également un accompagnement sur le sujet de la prise de parole en public et comment savoir se vendre à l'oral. L'accompagnement s'appelle Rhetoricator. Si tu es intéressé, tu as juste à cliquer sur le lien ici pour réserver un appel et puis on va pouvoir échanger. En attendant, prenez soin de vous et le plus important, retenez, c'est que l'impact réside dans les yeux de l'individu qui nous écoute. Si dans le reflet des yeux de l'individu qui nous écoute, on voit quelque chose qui brille, c'est que l'impact existe. Et ceux qui comprennent la métaphysique, c'est que si je vois quelque chose qui brille, c'est qu'en face de moi, ça brille. Vous êtes brillant, ne lâchez pas et on est parti pour une belle aventure. Prenez soin de vous.